Nous allons dans un instant attaquer le panel. Je propose aux panélistes de venir tout de suite rejoindre la scène pour notre premier débat qui va être animé par Michaela Koller. Merci Michaela. Et je voulais juste avant vous dire un petit mot pour annoncer la personne. Venez sur scène, ceux qui, s'il vous plaît. Annoncer l'introduction du débat par quelqu'un qui devait être là, qui est Pierre Gramegna, qui est le ministre des Finances de Luxembourg. Alors, il a été obligé, comme vous allez le voir, de parler en vidéo parce qu'il a une excellente raison. Il a une excellente excuse pour ne pas être avec nous, c'est qu'il a gagné les élections. Et j'ajoute presque à sa grande surprise, c'est-à-dire que, bref, je ne vais pas vous faire un cours sur la politique luxembourgeoise, mais enfin, il se trouve qu'aujourd'hui et en ce moment même, il est en train de discuter de son budget et de l'ensemble du programme économique luxembourgeois, donc il était prêt à venir nous voir, mais là, effectivement, ça aurait un petit peu interrompu sa carrière. Donc, il va néanmoins, c'est un très grand connaisseur de ces sujets, il est passionné par le financement de l'économie et par le rôle des assureurs, et donc je crois qu'il va nous faire une brève introduction qui va parfaitement lancer ce débat, et je laisse à Michaela le soin de l'animer. Merci. Chers amis de la Fédération des assurances françaises, j'aurais aimé être avec vous en direct plutôt que de le faire par caméra interposée, mais vous comprendrez que, à la suite des élections que mon parti a d'ailleurs gagnées, je suis confiné au Luxembourg pour collaborer avec notre équipe et le Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Ce qui fait que dans les prochaines années, nous aurons vraisemblablement le plaisir de nous retrouver. Donc, Monsieur le Président de la Fédération française des assurances, cher Bernard Spitz, chers collègues, cher Giovanni Tria, cher François Villeroy de Gallo, cher ministre Amadouba, je suis donc en pensée avec vous aujourd'hui. Vous parlez de sujets qui me tiennent très à cœur, ceux des risques que nous encourons dans le monde des finances et le rôle que l'assurance peut jouer dans ce contexte. J'en ai repéré 3 que je voudrais très brièvement partager avec vous, et puis certainement que vous aurez l'occasion d'en discuter plus en détail entre vous. Le premier risque que je vois est le risque de la remise en cause du multilatéralisme. Nous l'avons vu au sein de l'Europe même avec le Brexit qui est en train de se dérouler devant nos yeux, et nous constatons que de détricoter l'Union européenne est très difficile et pose les vraies questions. Nos amis anglais réalisent qu'ils vont perdre l'accès au marché unique. Se serait-il posé la question auparavant que peut-être ils auraient voté d'une manière différente? Mais ce n'est pas seulement à l'échelle européenne que se pose cette question. Dans d'autres parties du monde, les accords qui sont signés sont remis en cause, et c'est la base même du droit international qui est ainsi viciée, et c'est une évolution très dangereuse. Comment le monde de l'assurance peut-il s'organiser en conséquence? Voilà une question bien difficile. Le deuxième risque que je vois, c'est tout ce qui touche à la cybersécurité. C'est une conséquence, bien sûr, de la digitalisation de l'économie. La digitalisation de l'économie elle-même apporte beaucoup de productivité, est encouragée par les consommateurs parce qu'elle leur apporte des produits et des services moins chers qu'auparavant, mais cela implique que les grands centres de données, toutes les informations qui circulent sur l'Internet sont assez facilement accessibles. Comment les protéger? Comment faire en sorte que des personnes malhonnêtes ne détournent pas toutes ces données? Voilà encore un autre grand chantier qui devrait préoccuper le secteur de l'assurance. Comment assurer ce risque qu'apporte le monde digital? Et puis, troisième et dernier point, je dirais tout ce qui tourne autour de la protection du climat et de la Convention de Paris. Nous avons eu, grâce à cette convention de 2015, un sursaut mondial pour réaliser que des investissements colossaux sont nécessaires dans ce domaine. Et si nous voulons réussir à limiter l'augmentation de la température de moins de 2 degrés,
comme cela est prévu, eh bien, il faudra bien sûr que, outre les efforts des gouvernements et des États, le secteur privé soit impliqué à 100%. Les efforts publics seraient dérisoires s'ils étaient seuls. Donc il faut utiliser le levier du secteur privé pour générer des investissements qui sont tout à fait colossaux. Ceci dit, nous savons que le monde des assurances et les fonds de pension sont une partie de la réponse, puisque nous pourrions générer, grâce aux grandes sociétés d'assurance, beaucoup plus d'investissements dans ce domaine. Or, nous constatons que Solvency II crée des règles beaucoup trop pénalisantes pour les assurances, pour investir dans le secteur privé et dans les infrastructures et dans les investissements. J'en appelle donc à tous les États de l'Union européenne de faire en sorte que les règles de Solvency II dans le domaine de l'investissement soient relaxées, soient simplifiées, soient rendues moins contraignantes pour les assurances pour pouvoir dégager des moyens financiers considérables pour sauver le climat. Et quand je parle d'investissement, je pense naturellement aussi à nos amis italiens, puisque Giovanni Tria est parmi vous. Si nous voulons que l'économie italienne reparte de plus belle, qu'elle réussisse enfin à atteindre la moyenne communautaire, il faudra bien que l'économie italienne, tant le secteur privé que le secteur public, s'engage sur une politique d'investissement ambitieuse. Je vous laisse sur ces paroles et je vous souhaite des bons débats, tout en regrettant de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je serai avec vous en pensée. Bonne journée. Well, good morning, everybody, and welcome then to the... Bonjour à tous et bienvenue à notre première table ronde, changement de paysage. Et nous avons donc des orateurs éminents à cette table ronde. Vous avez le détail donc de nos intervenants dans votre petite brochure ou sur votre téléphone portable. Donc je vais commencer par ma droite, par votre gauche, Jacques de Peretti, PDG de AXA, Jacques Richier, PDG d'Alliance, Gabriel Bernardino, président de l'EIOPA, Mohamed Hassan Ben Salah, président de la Fédération marocaine des assureurs et réassureurs, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, et Joana Pazzo, superintendant de l'assurance pour l'Argentine. Je suis très heureux de vous accueillir à cette première table ronde et donc qui va porter sur l'environnement en évolution. Avant d'entrer donc dans le débat, vous avez tous reçu un document et nous vous proposons de le scanner, ce qui vous permettra de participer à un dispositif interactif qui permettra à l'auditoire d'interagir avec les intervenants. Donc je vous propose de scanner ce code QR donc, que vous avez reçu. Et je propose de commencer directement par une question de l'auditoire pour lancer donc cette table ronde. Et j'espère que la question pourra être montrée à l'écran et qu'elle apparaîtra également sur vos écrans. Donc, est-ce qu'on peut avoir la première question à l'écran? Donc, la question est: quels sont les deux principaux risques auxquels nous sommes confrontés? Et 7 risques vous sont proposés, qui sont à l'écran. Le vote est ouvert. J'espère que les résultats vont pouvoir être affichés.
The idea is obviously that L'idée est bien entendu que je vais vous demander de réfléchir donc à cette question, et également aux résultats, et donc je demanderai aux différents intervenants d'intervenir donc sur votre perception des risques principaux. Très bien. Je propose de commencer directement par vous, Jacques. Assez important. Il y en a un qui, à mon sens, tant sur le long terme que sur le court terme, a un impact évident. C'est l'évolution du climat avec ses impacts sur les vents, les inondations, les intempéries. Je crois que l'année 2018 aura été, après l'année 2017, encore une très mauvaise année pour les assureurs. Et quand on regarde l'évolution sur les 20 dernières années, les études qui sont faites chez nous, mais ailleurs, c'est que ce risque-là ne fait qu'augmenter régulièrement. Et je suis sûr que dans quelques années, ce risque va dépasser le risque incendie. Okay, interesting. And Jacques? Je pense qu'il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Gabriel, you agree? Well, definitely, I think. Oui, tout à fait. Je pense que le risque du réchauffement climatique sera de plus en plus significatif. Que la vision soit politique ou pas, les choses peuvent, les avis peuvent varier, mais j'aimerais toujours voir ces questions d'une autre perspective, notamment pour le secteur, les questions de changement climatique, mais également les risques de cybersécurité peuvent être des opportunités pour permettre aux assureurs de contribuer à la réponse globale. Ce sont à la fois des défis importants, mais également des opportunités. Et je rajouterais juste que pour le climat, c'est la conséquence la plus irréversible à long terme, et même si des mesures sont prises, c'est très difficile à transformer rapidement. Donc on a un risque long, même si des décisions sont prises, pour rebasculer dans le cycle positif, ça reste très long par rapport aux autres risques où ce que des décisions peuvent être prises plus rapidement, avec effet plus rapidement. Yeah. And Juan? Well, for us, from a Pour nous, et de ma perspective d'Argentin, le risque climatique est un énorme risque et la plus grosse menace, en tout cas dans les 70 dernières années en Argentine. Et le risque, ce risque donc climatique est un énorme défi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur cette question? Je crois que tout a été dit. Il y a à la fois les risques auxquels nous sommes confrontés en tant qu'assureurs, donc que nous devons couvrir. Et effectivement, je suis complètement d'accord, ça dépend de l'échelle de temps. Et sur une échelle de long terme, le risque climatique est d'évidence le plus important. Et puis, il y a les risques auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entreprise. Et il y a des risques de rupture de marché demain qui, à mon avis, dans des termes beaucoup plus courts, risquent d'être extrêmement difficiles pour nous. Et qui ne sont pas listés là parce que ce n'était pas tout à fait la perspective. Ah, okay. Well, maybe we can try. Peut-être que nous pouvons entrer un petit peu plus dans le débat avec Gabriel, si vous le voulez bien. Gabriel, vous êtes président de l'EIOPA, cela fait 7 années et demie que vous avez ce mandat. Avant cela, vous étiez à la tête du CEOPS et je peux dire que depuis les 10 dernières années, vous avez eu un rôle influent et auprès des législateurs européens, en termes de conseils, d'influence auprès de ces législateurs. Êtes-vous satisfait de la situation actuelle? Est-ce que vous considérez que notre niveau de réglementation est situé au bon endroit? Je pense que les progrès sont impressionnants. Lorsque je me souviens du début de ma carrière et du cadre réglementaire que nous avions en place,
au sein de chaque pays membre et au sein de l'Union européenne, nous avons énormément progressé. Non seulement au niveau du cadre réglementaire, mais également dans les discussions, les idées qui étaient débattues, les évolutions au sein du secteur également, en nous concentrant davantage sur la gouvernance, le contrôle et la gestion des risques, également une plus forte transparence demandée par les sociétés afin d'avoir une plus grande sensibilisation aux risques et également en termes de processus de décision, notamment liés à l'allocation des capitaux. Donc les fondements sont beaucoup plus solides, ce qu'il me semble important de faire à l'avenir, parce que nous n'aurons jamais un cadre réglementaire parfait, mais il nous faut reconnaître qu'aujourd'hui, les cycles sont beaucoup plus courts que par le passé. Les choses changent beaucoup plus rapidement dans les économies et sur les marchés que par le passé. Donc il nous faut avoir des démarches adéquates pour faire face aux évolutions réglementaires et de marché. Nous n'avons pas besoin de révolution, nous avons besoin d'évolution pour identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Ce sera mon objectif pour les années à venir. Est-ce que je peux vous interpeller ici un petit peu davantage? Vous parlez d'évolution, je vous entends, c'est très bien, mais lorsque nous regardons ce que le secteur a rencontré ces dernières années, nous ne faisons que passer d'un cycle à un autre. Nous terminons la mise en œuvre d'un texte particulier et nous sommes déjà dans la revoyure, la révision de ces textes. Ce que nous voyons est que ces textes sont insuffisamment clairs, parfois se contradisent et posent des problèmes significatifs en matière de mise en œuvre. Il y a donc une préoccupation au sein du secteur que de plus en plus nous soyons engagés dans un cycle sans fin, sans nécessairement améliorer la qualité ultime. Un dernier exemple, pour être concrète, est que du côté du développement durable, nous élaborons une taxonomie qui sera disponible d'ici 4 ans à peu près. En tout cas, c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous escomptons, et le secteur se doit d'élaborer dans chaque entreprise les critères, les facteurs de développement durable au niveau de la gouvernance. Et vous savez tous que, en tant qu'entreprise, d'ici 4 ans, vous aurez une définition officielle de cette démarche. Ne serait-il pas souhaitable que ce soit les entreprises qui aient à élaborer cette taxonomie? Je comprends très bien votre question, mais je pense que effectivement, nous ne pouvons que constater que les cycles sont de plus en plus courts aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit du discours de Bruno Le Maire, ministre français des Finances. Il y a énormément de points, de thèmes dont nous débattons depuis des années. Aujourd'hui est le temps de la décision et de l'action. Je comprends parfaitement que l'optimum serait d'avoir déjà une taxonomie en place et de pouvoir l'appliquer de façon structurée. Mais vraiment, pouvons-nous encore attendre 4 années de plus avant d'agir de façon proactive et volontariste dans ces domaines? Je ne pense pas. Et c'est un domaine dans lequel le secteur assurantiel est à l'avant-garde. Nous voyons déjà un grand nombre de groupes assurantiels qui prennent des actions concrètes, notamment en termes d'investissement, en termes de souscription. Et c'est un domaine où les assureurs peuvent jouer un rôle majeur et aider les sociétés et l'ensemble d'entre nous à aller dans la bonne direction. Et ça, c'est un domaine clé, parce que les assureurs peuvent effectivement créer les bonnes incitations pour les différents acteurs du marché
pour évoluer vers une société beaucoup plus verte et sortir de cette société carbonée. Pas parce que c'est mieux, mais parce que c'est la chose à faire pour toutes les sociétés. Donc il nous faut agir beaucoup plus rapidement parce que tout évolue beaucoup plus vite. Et les démarches politiques communautaires européennes prennent beaucoup de temps à être mises en place. Et c'est normal. Par exemple, vous savez que nous en parlons, nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre de la directive sur la digitalisation de l'assurance. Nous aurions aimé que ceci aille plus vite, que cette directive IDD et ceci nous met sous tension et la bonne solution en finale, et je sais que les choses sont difficiles, je pense que la bonne solution a besoin d'avoir une atmosphère où nous ayons des réglementations plus basées sur les principes et plus de souplesse au niveau de la mise en œuvre et qu'il y ait une confiance qui soit restaurée, qui soit activement mise en place entre les différents acteurs et les superviseurs et les régulateurs. Je sais que en tout cas, c'est la seule façon pour nous d'avancer dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vous appelez à la confiance, et une marque de confiance pour le secteur serait de permettre aux acteurs de mettre en œuvre ces réglementations de façon volontaire avant qu'une définition soit officiellement mise en œuvre afin d'éviter effectivement les risques pour le secteur. Nous sommes encore au début de nos réflexions et la Commission européenne a émis ses plans et nous, évidemment, apportons nos conseils. Nous ne sommes qu'au début. Notre perception est qu'il nous faut prendre ce nouveau paysage de l'IDD et du nouveau paysage et prendre tout cela de façon très positive parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en termes de l'amélioration des pratiques de bonne prise de risque, de la question des engagements. En tant que régulateur, bien entendu, nous sommes préoccupés par le greenwashing parce que si vous n'avez pas d'indicateurs très solides, vous pouvez vous retrouver dans une situation où des produits qui sont supposés être des produits verts ne le sont pas en finale. Donc, mais je pense que nous pouvons trouver les moyens qui nous permettront d'aller dans le bon sens pour le secteur, que le secteur s'engage dans cette transition et qu'il aide à cette transition de façon progressive. Parce que le pire des scénarios serait de nous précipiter dans nos politiques de souscription et d'investissement vers une solution simplifiée. Je ne suis pas un adepte d'un monde noir et blanc, un monde manichéen. Il nous faut effectivement une transition progressive, nuancée, ce qui nous permettrait effectivement que d'un point de vue de la stabilité, nous ne créions pas de risque d'instabilité financière. Je suis certain qu'il y aura énormément de dialogue avec les acteurs du secteur. Je pense que c'est un domaine où nous pouvons faire les choses de façon vertueuse. Bien, passons à vous, Pascal. Est-ce que vous êtes d'accord avec la perception de Gabriel que les choses ont bien progressé? Ou est-ce que vous percevez les défis de digitalisation dans le cadre de dans la perspective de la nouvelle directive? Est-ce que le secteur est bien positionné? Où est-ce que vous percevez les défis? Eh bien... De paradoxe, je suis complètement d'accord avec ce que Gabriel a dit et en même temps, on a le sentiment que cette régulation qui s'affine de plus en plus, à la fois pèse évidemment beaucoup sur nos entreprises, pèse en matière
process, de procédures à mettre en place, pèse évidemment sur les exigences quantitatives qui sont quand même d'un raffinement et d'une complexité étonnante, jusqu'à nos organisations, hein, sur lesquelles nous n'avons plus une totale liberté, ce qui quand même est quelque chose de relativement nouveau. Donc on voit bien ces réglementations se mettre en place. Je crois que ces réglementations sont effectivement protectrices à la fois pour les consommateurs mais aussi pour les entreprises, mais paradoxalement sont protectrices particulièrement pour les risques déjà passés. Il y a une forme d'anticipation adaptative chez le régulateur, ce qui d'ailleurs est complètement normal. Mais la régulation se met en place en fonction de situations que l'on a déjà vécues et de risques que l'on a déjà subis. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, les risques qui me paraissent, qui me réveillent la nuit, pour être concret, ce sont effectivement les risques de rupture sur le marché. C'est ce que l'on évoquait tout à l'heure. On sait très bien que jusque pendant très longtemps, en réalité, il y avait un certain nombre de barrières à l'entrée dans le monde de l'assurance qui nous protégeaient. On sait très bien que demain, nous allons être confrontés à des formes de concurrence complètement inédites et infiniment plus violentes que celles que nous n'avons jamais eu à subir jusqu'à présent. Avec la rupture digitale, avec le big data, on sait très bien que la barrière notamment, tout simplement, de la dimension statistique de notre métier, hein, qui fait qu'il fallait avoir été assureur pendant longtemps et posséder un portefeuille suffisamment volumineux pour être capable de bien tarifer un risque, cette barrière, évidemment, est en train de s'effondrer. Et nous allons en plus être confrontés à des acteurs qui potentiellement sont invincibles. C'est la fameuse règle The Winner Takes All, c'est-à-dire que l'on est confronté, l'économie du digital à cette caractéristique d'avoir potentiellement des rendements d'échelle infinis. Hein, là où on sait très bien que les économies d'échelle sont normalement dans un premier temps croissantes, puis finissent par être décroissantes à partir d'une certaine taille, dans le monde du digital, les rendements d'échelle sont infinis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, c'est la création de monopoles naturels qui se met en place et qui finissent par prendre tout le marché. Dans un contexte en plus dans lequel il faut que nous nous habituions à des habitudes des consommateurs, des standards de consommation qui sont en train d'évoluer de manière radicale. Alors évidemment, ce à quoi on pense de façon assez spontanée sur les nouveaux standards de l'UX auxquels il faut que l'on s'adapte. Hein. L'économie, les entreprises du digital fixent des standards, des habitudes de consommation auxquelles il faut qu'on s'adapte. Très bien, c'est notre métier. Mais il y a des choses auxquelles il est beaucoup plus difficile de s'adapter, et on commence d'ailleurs dans nos entreprises à y être confrontés. C'est par exemple le caractère totalement addictif dans le monde du digital de la gratuité. Dans le monde du digital, de plus en plus de choses sont gratuites. Et je parle sous le contrôle de mes confrères, mais on met de plus en plus en place, au bénéfice de nos assurés, un certain nombre de services qui sont souvent des services gratuits. Sauf qu'ils ne sont pas tout à fait gratuits pour nous. Hein, et donc, on voit qu'on va évoluer demain dans un monde infiniment plus compliqué sur le plan concurrentiel, et on pourrait multiplier les exemples de risques d'intermédiation, etc., auxquels, évidemment, la réglementation, dont la réglementation ne s'occupe que très peu ou de manière extrêmement marginale. Ça n'est pas, d'ailleurs, complètement dans son rôle. Mais moi, ce que je ressens, c'est une forme de décalage quand même entre ce que nous impose, de manière légitime, je ne le conteste pas, la réglementation aujourd'hui dans le pilotage de nos entreprises et la réalité d'un certain nombre de risques, sans doute les plus importants, en tout cas de mon point de vue, les plus importants et auxquels cette réglementation dont cette réglementation nous préserve très peu, peut-être un petit peu d'ailleurs à la marge, parce que finalement, cette réglementation finit par imposer des choses tellement complexes qu'elle constitue une barrière à l'entrée à son tour et peut finalement rebuter un certain nombre de nouveaux compétiteurs. Yeah, but
the point that you made. Mais ce que vous avez souligné par rapport au GAFA, c'est la gratuité des choses, mais finalement, pourquoi vous payez, ce sont les données. Vous payez avec vos données. Les données deviennent la nouvelle devise, en quelque sorte. Mais ils sont actifs dans notre domaine, en quelque sorte, sans le corset des réglementations. Et Gabriel, vous voulez dire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un point fondamental. Et c'est sûr que nous sommes au plein cœur de cette discussion. Et actuellement, on fait un examen thématique sur l'utilisation des big data et on essaye de couvrir tous les types de mécanismes. Le cadre dans lequel on est actuellement est réglementaire, qui s'applique à tout le monde, à tous ceux et qui sont dans l'assurance, tout simplement, quel que soit d'où vous venez. Alors ça va devenir quoi? Ça va devenir de plus en plus difficile de capter ces réalités, car en fait, si vous demandez une licence, un permis, vous êtes réglementé, vous avez le même contrôle. Mais si vous ne le faites pas et que vous êtes un petit peu au milieu des choses, vous pourriez y échapper. Donc ce qu'il nous faut vraiment, c'est de s'assurer que d'un côté, la réglementation tient compte de ces nouvelles façons de faire des affaires. Et je pense d'ailleurs, il ne s'agit pas de bloquer les choses, pour être sincère. Il faut également souscrire au digital et donner des meilleurs produits, des meilleurs services aux clients, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un terrain tout à fait nouveau et c'est comme ça qu'il faut faire. Pour ce qui est, même s'il y a une égalité des chances, même s'ils font la demande, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont traités de la même manière partout en Europe? C'est ce qu'on essaye d'examiner actuellement. On trouvera dans quelque temps des réponses. Alors, Fran, maintenant, vous êtes en Argentine régulateur, autorité de contrôle, et vous avez la présidence du G20. Actuellement, vous avez été très dynamique. Il y a eu un forum d'assurance de votre côté et qui fait partie de ce G20. Où est-ce que vous voyez les enjeux de votre côté? J'avais la sensation, lorsqu'on a eu des discussions au début de votre présidence, vous aviez l'impression que l'assurance était un petit peu le sous-fifre au G20 et vous vouliez qu'il ait un statut plus élevé. Pour toutes les bonnes raisons, est-ce que vous pouvez partager avec nous dans quelle mesure cela a fonctionné? Est-ce que vous pensez qu'on est à un meilleur endroit au niveau du G20, nous, les assureurs? Pour notre président, ce n'est pas évident. Votre président, Macron, a soulevé cette question à la réunion du G20. On a soulevé ce point à Bali, il y a 2 semaines de cela. Et je pense que la réunion a été un succès. Mais surtout, lorsqu'on a commencé à travailler sur la présidence, notre présidence, on a identifié que l'assurance était en position secondaire, mineure. J'ai rencontré hier des personnes de la Banque d'Angleterre qui m'avaient dit qu'ils travaillaient dans le groupe de stabilité financière. En tout cas, c'est la première fois que les leaders, les chefs de gouvernement tiennent compte de l'assurance de plus près. C'est la position de la présidence argentine. J'étais très heureux hier lorsque j'ai entendu le ministre Le Maire que c'est important également en France et qui comprend l'importance de l'assurance par rapport aux questions qui sont discutées par le G20. Nos priorités du G20 étaient 3. L'investissement à long terme dans les infrastructures, la sécurité alimentaire, d'autre part, et de nouvelles façons de travailler. Et bien sûr, c'est impossible de discuter de ces 3 sujets du tout sans la participation du secteur de l'assurance. C'est là où on démarre tout le processus. Et qu'en est-il? Vous êtes heureux du résultat? Donc, c'est plus au centre, cette assurance, maintenant? Et en termes de défis, lorsque vous discutez avec les chefs de gouvernement du G20, est-ce que ces questions liées à la concurrence, la compétition mentionnée par Pascal, à savoir des nouveaux acteurs dans le marché et qui ne sont pas soumis aux mêmes règles peut-être,
La première chose qu'on a fait, c'est sensibiliser ces leaders, ces chefs de gouvernement. C'est la différence la plus importante. Lorsqu'on a commencé, même pas les ministres financiers du G20 discutaient de l'assurance, ou pratiquement pas du tout. Donc ça a été la différence majeure. Et je trouve il y a un communiqué commun qu'on a pu mettre au point. Ça a été une différence énorme par rapport à d'autres réunions du G20, car on était au Maroc avant. Ensuite, il y a eu une réunion secondaire uniquement sur l'industrie. L'objectif important, c'est qu'on avait réussi avec l'industrie, donc on pouvait travailler avec l'industrie, on s'en est rendu compte, on pouvait avoir des expériences communes, ensemble. Je pense qu'on était mieux concentré sur les nouvelles façons de faire de l'assurance dans d'autres questions, et on a beaucoup plus vu de près ces investissements à long terme dans les infrastructures. Bon, ben c'est intéressant. Espérons que la présidence du G20 japonais continuera sur les mêmes fondements. Alors Mohamed, maintenant, si vous le voulez, eh bien, vous êtes au Maroc, et nous savons que votre autorité de contrôle travaille de très près avec l'EIOPA, mais également avec l'IIS. Que pensez-vous des enjeux du côté réglementaire, mais ce qui est plus intéressant encore, du côté de l'assurance, du côté de notre secteur? Où est-ce que vous voyez les principaux défis se dresser? Bon, le contexte marocain est un petit peu différent, puisqu'on est sur un marché qui est en croissance, qui n'est pas mature, donc on est encore à des niveaux de développement qui intéressants. Nous avons un régulateur très dynamique, dans tous les sens du terme, donc dans le sens positif. Hein. Ça, c'est bien. Absolument. C'était une façon de dire bonjour. Et donc il est en contact avec les différents régulateurs, aussi bien IOPA que arabes, africains, parce que le Maroc a cette, je dirais, diversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises au Maroc sont importantes par leur taille au niveau continental, mais restent à des échelles très petites par rapport au contexte européen, pour comparer. Et pour venir appliquer Solvency II dans sa lettre et son esprit, n'est pas une chose facile à faire, puisque les comparables ne sont pas les mêmes. C'est ce qui fait que nous, on appelle ça SBR, la solvabilité basée sur le risque, ce qui dans la définition retrouve parfaitement l'esprit. Mais par contre, il faut faire attention aux choses qu'on va appliquer. Par exemple, on en a parlé, il a été évoqué, la Solvency II amène un type d'organisation, une structure très lourde en termes de ressources humaines, système informatique, etc., etc. On perd même un petit peu la main sur le management qu'on devrait avoir. Ça, c'est le premier point. Aussi, par rapport aux spécificités marocaines, pour rester sur le secteur, le Maroc est un pays émergent, confirmé, etc. Mais on reste encore lié à des politiques sectorielles importantes, c'est-à-dire qu'en relation avec le gouvernement, souvent on nous demande, en tant qu'investisseur institutionnel, d'aller dans tel ou tel secteur. Pour accompagner, développer, donc ça nécessite des investissements importants, ça peut être le tourisme, la logistique, les privatisations, etc. Or, d'un autre côté, ce qu'on a, c'est qu'on a un problème au niveau de l'equity, ce qui fait que la classe actif et la part action est importante. Donc après, quand on applique les règles Solvency, on doit se dire non, on ne doit pas être à plus que X%. C'est très difficile d'être d'un côté, suivre une politique, et ça a été dit hier, aujourd'hui, d'accompagner l'investissement, et de l'autre côté, dire mais attention, il ne faut pas que vous soyez dans telle ou telle catégorie ou à tel ou tel niveau.
Ce qui fait que, par exemple, pour le Maroc, ça va un peu choquer tout le monde, mais on est encore sur un niveau de classe, de catégorie, en tout cas actif-affectation, encore à 60%. Donc vous imaginez bien l'écart qu'on vient, on dit, bon, ben, écoutez, maintenant, il faut que vous descendiez, juste à titre indicatif, à 10 ou 12 ou 15. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça pourra se faire, cette désensibilisation ne pourra se faire que dans le temps. C'est-à-dire dans le temps par rapport aux actifs existants, par rapport au new cash qui sera besoin d'être investi. Donc c'est tout de suite une échelle de temps un peu plus longue pour ajuster. Voilà un petit peu Ceci dit, on reste très actif, je dirais très au fait des choses. Il existe aussi au Maroc déjà Solvency 1 qui est appliqué, surtout avec en plus le contrôle interne. Les rapports de solvabilité, à titre indicatif, selon la formule actuelle au Maroc, on est encore à des ratios, je dirais, de solvabilité de toutes les entreprises qui sont entre 2, 3, 4, 5 fois le ratio demandé. Si on venait à basculer du jour au lendemain, un prix comme ça, sec, d'une position de solidité du marché qui est très bonne, on passe à un besoin en fonds propres très important. Or, du jour au lendemain, c'est le même business qu'on a fait. C'est un peu difficile à expliquer aux gens que voilà, du jour au lendemain, vous étiez super beau, super riche. Demain, ben voilà, chers actionnaires, vous avez besoin de doubler, tripler vos fonds propres. C'est un peu difficile à comprendre. Bon, ben, notre régulateur est très sensibilisé à ça. C'est pas un message subliminal, mais il est suffisamment clair. Mais en tout cas, on travaille la main dans ça. Ok, merci beaucoup. Et je crois que c'était super intéressant. Parfois, on a aussi eu le sentiment on a changé un peu trop, non? Pascal, vous regardez aussi. On avait surtout le sentiment de se retrouver dans beaucoup des descriptions. OK, I move on to Jacques. Jacques, maintenant. Vous avez une opération française absolument énorme. Vous êtes actif également en tant qu'acteur international. Vous avez suivi les discussions, la description de Gabriel. Est-ce que vous partagez le sentiment de Gabriel? J'essaie de résumer, Gabriel, ce que vous avez dit. Est-ce qu'on est à un bon endroit? Quels sont vos enjeux de votre perspective, les perspectives d'un groupe international? En écoutant à la fois Gabriel et les interventions précédentes et Pascal, la particularité du moment dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas qu'il y a des choses qui changent, il y a toujours eu des choses qui changent. C'est le fait qu'il y ait la conjonction de deux grands ensembles de forces, que je vais résumer là, puisque c'est celles qui ont été évoquées. Tout ce qui tourne autour de la régulation au sens très large, parce que quand on met DDA, quand on met PRIPS, quand on met même IFRS 17, enfin je mets très large. Cet ensemble-là, et sa densité, puisque je vous en ai cité, on voit quand même que tous les jours, enfin, ou tous les ans, il en pleut une, donc on voit que c'est dense. Et de l'autre côté, un ensemble de forces liées à la transformation du monde autour de la technologie, qu'évoquait Pascal. Et pas beaucoup d'intersections entre les deux, mais peut-être que vaut mieux pas qu'il y en ait à l'instant T d'ailleurs, parce qu'on a déjà du mal à traiter les deux. Et donc, dans notre métier, le risque, c'est que, focalisé par la prise en compte permanente de régulation pour la sécurisation, soit du bilan, soit de la relation avec nos assurés, du consommateur, de manière générale, on soit tellement focalisé qu'on oublie que pendant ce temps-là, le monde change. On l'oublie parce que, de toute façon, à juste titre, le régulateur, il ne peut réguler que ce qui arrive, ou que ce qui est en place, pas ce qui est en train de devenir, pour l'instant en tout cas. On n'est pas dans une prospective de régulation. Remarquez, je préfère m'en préserver pour l'instant. Et puis, M. Ben Salah a bien précisé qu'il valait mieux s'en préserver. Hein. Mais on a bien ces deux ensembles-là. J'écoutais ce matin, je trouve, en venant, il y avait quelqu'un qui disait, bon, c'est un chiffre qui paraît stupide parce que finalement, on s'y est habitué. 73% des Français, fin 2017, avaient un smartphone. Ils étaient moins de 20% il y a 5 ans. Et finalement, en écoutant, je me dis, mais le smartphone, c'est le point de connexion de toute interaction, d'échange avec qui que ce soit, de transaction. C'est un point de transit et c'est devenu un point de passage obligé. Et derrière le smartphone, puisque ça a été évoqué, vous avez toute la question de la data,
vous avez toute parce que là, ça va être intégré. De l'intelligence artificielle, ça va être intégré là. Et nous, là-dedans, en tant qu'assureur, il faut quand même qu'on arrive à voir que ça, d'une façon ou d'une autre, c'est en train de toucher notre modèle d'affaires, notre business model. C'est en train de le toucher. Parce que ça permet, d'abord, ça change le comportement de notre consommateur, effectivement, qui est beaucoup dans l'immédiateté, dans la personnalisation, ce qui pourrait... Ça veut dire que ça touche des concepts profonds dans l'assurance, la personnalisation, par rapport à la mutualisation. Et on va venir sur les questions de cet après-midi des risques. On voit bien qu'il faut arriver à garder cet esprit de mutualisation qui est la spécificité de l'assurance, tout en répondant à une demande de personnalisation. C'est-à-dire, moi, et rien que moi. Et je ne veux pas payer pour mon voisin. Et à un moment donné, c'est un peu antinomique avec notre métier. On a d'un côté cela, des nouveaux comportements, des nouveaux usages, puisque en France en particulier, il y a tout ce qui tourne autour du collaboratif, qui se développe énormément. Et donc, on voit bien que la technologie, qu'on le veuille ou non, elle fait pivoter notre business model. Et en même temps, on a la régulation, et par définition, réguler, c'est interdire, autoriser, puisque vous mettez plus de capital, moins de capital. Et la régulation qui est là, aujourd'hui, elle nous demande d'être plus fine, avec des modèles plus complexes, alors que la technologie, elle veut qu'on simplifie notre relation avec nos assurés. Et on est à cet instant-là, qui est un mouvement assez intéressant à vivre, assez dense aussi. Et dans les deux cas, ça fait pivoter le business model. Parce que vous ne pouvez pas dire, personne ne peut imaginer qu'une régulation ne fait pas pivoter un business model. Ça vous envoie dans une direction. Et je suis d'accord avec notamment ce que disait M. Bensalah précédemment. C'est vrai qu'on ne peut pas entendre, et je suis les injonctions paradoxales, il y en a en France aussi. Alors, ce n'est peut-être pas les mêmes secteurs, mais de temps en temps, il y a bien un ministre qui vient nous dire qu'il faudrait investir plus là, un peu plus là, ou là, parce que c'est l'air du temps. Mais on a aujourd'hui des contraintes de capitaux qui font qu'il faut quand même qu'on les gère aussi. Voilà, on est dans ce moment-là. Et ce qui, je pense, est sous-jacent dans ce qu'on a entendu hier dans les discours, notamment des ministres, c'est qu'on a quand même encore en tête que cette industrie, elle est là aussi pour contribuer au développement d'une société, au moins au niveau européen, à son développement, à sa capacité d'investissement, donc de création d'emplois, à se préparer pour l'avenir. Comment on le fait? Et c'est ce dialogue qu'il faut avoir en permanence avec le régulateur pour qu'on passe de... On a sécurisé post-2007, parce que finalement, on n'est que le fruit ou le résultat d'une régulation liée à un événement majeur. Et maintenant, on passe à une autre dynamique qui est le monde a changé. Les Européens ont besoin de vivre dans ce nouveau monde et l'Europe a besoin de trouver sa place dans ce monde-là. Comment l'assurance l'accompagne et comment la régulation passe d'une régulation de sécurité à une régulation d'accompagnement de l'économie. Yeah. I really liked how you described this tension between... Oui, en fait, j'aime bien cette description de la tension, c'est-à-dire qu'il faut être plus souple, plus rapide, plus lean, et ensuite la réalité réglementaire à laquelle nous faisons face. Et Gabriel veut vraiment parler ici. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses que vous avez dites, et plus particulièrement la problématique concernant la numérisation. Et je pense que nous devons embrasser un nouveau paradigme. Et en fait, je suis très heureux et très prêt à participer à cette discussion. Je pense que nous pouvons tous nous améliorer en utilisant la numérisation, comme vous l'avez dit. Ça nous permet donc de mieux s'engager avec les consommateurs. Et je pense que l'on peut faire beaucoup côté réglementaire, par exemple par rapport aux exigences en matière de divulgation. Je pense que nous pouvons nous focaliser davantage sur ce que les consommateurs utilisent dans leur prise de décision. Je suis prêt à le faire ces prochaines années. Mais je pense également que nous aurons besoin de l'industrie également afin d'utiliser la numérisation dans ce nouveau contexte de business model, avec des produits simples, des propositions simples que l'on doit octroyer aux consommateurs, aux clients, car c'est vraiment un paramètre très important afin de développer une nouvelle réglementation côté client. Il faut réduire les conflits d'intérêts et la mauvaise compréhension des clauses dans les contrats. Et je pense que cela aidera les consommateurs ainsi que les sociétés, car si les produits se basent sur davantage d'infarces et de propositions simplifiées, ça sera plus facile de gérer tout cela. Et les coûts vont diminuer. Donc en fait, voilà, je pense que
Je pense qu'on peut vraiment appréhender cela et je suis prêt à faire cela et s'embarquer dans cette aventure ces prochaines années. Je vous entends et je vous rappelle ici que concernant PRIPS, IDD, nous avons parlé, nous avons tenté de convaincre vos équipes également afin que l'on puisse faire beaucoup moins. Nous ne pensons pas que 178 exigences en matière d'unité de compte va nous aider à faire des produits plus simples. Mais vous savez, nous nous dirigeons maintenant dans la même direction avec le PEP. Et donc, voilà, on parle de Lean. Pas de conseil. Voilà, donc, je vous entends. Et voilà, on veut que ça se concrétise. J'aimerais maintenant passer à Jacques. L'année prochaine, nous avons une nouvelle commission. Et si vous étiez le président de la commission, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous changeriez? Merci beaucoup, Michaela. Tout d'abord, j'ai la chance de ne pas être le prochain président de la commission. Je vais passer en français. Je crois que, d'abord, je voudrais juste commenter ce qui vient d'être dit sur ce que nous vivons quand nous sommes à la tête d'une entreprise aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de quitter le marché européen pendant 2 ans. Je suis parti au Japon. Et quand je suis revenu, je m'étais préparé pendant quelques temps dans l'avion, etc., à penser que ce qui avait changé et ce que nous devions changer très rapidement, c'était la manière dont on servait le client. C'est-à-dire ce que Pascal et Jacques ont décrit, c'est-à-dire la digitalisation, les attentes, les ruptures de marché, l'arrivée des GAFA, etc. Et ce que j'ai rencontré, en fin de compte, c'était un autre tsunami, sans jeu de mots, c'est le tsunami réglementaire. Ça, clairement, qui en 2 ans avait pris des proportions en France considérables, avec tant en termes de scope, tout est concerné, tout ce que nous faisions, que ce soit la distribution, la manière dont on faisait les produits, la manière dont on réservait, la manière dont on avait une gouvernance. Enfin, je ne connais pas le secteur qui n'était pas concerné, qu'en termes d'intensité. C'est-à-dire que globalement, nous ne faisons plus notre métier comme avant. Nous le faisons complètement différemment. Donc voilà, et en cela, malheureusement, le poids du corps, on l'a mis sur ce qui était fondamental, puisqu'il s'agissait d'être compliant. Et in fine, ce que dit Pascal et Jacques est complètement juste, c'est-à-dire que est-ce qu'on a bien préparé l'avenir? Est-ce qu'on correspond bien à ce que nos clients attendent de nous? Est-ce qu'on va être assez fort pour faire face à la vague que tout le monde anticipe, la vague des GAFA, etc. Je ne suis pas sûr. Et c'est là que je dis que probablement la réglementation, certes, elle nous prépare au choc de 2008, mais elle ne nous prépare pas à ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, la question, ce n'était pas celle-là. Et je m'avais demandé juste si j'étais à la tête de la commission, en tout cas pour les assurances, moi, qu'est-ce que j'envisagerais? Moi, j'ai 3 sujets que je crois il faut que au niveau européen nous réglions. Il y en a un qui est très clair, c'est celui de Solvency 2. Je crois que ça a été largement dit par les ministres, par Bernard, par tout le monde. Il faut alléger la charge en capital en action et il faut aussi privilégier l'investissement long terme et notamment tout ce qui est marge de risque, etc. Il faut que ça change et il faut que ça soit allégé si on veut bien faire notre métier et dans le bon sens. Le deuxième sujet, j'en parlais à Gabriel tout à l'heure, que moi je vis en tant qu'acteur aujourd'hui sur le marché français, mais aussi européen, c'est qu'en fin de compte, on a une belle réglementation, mais malgré tout, on a aujourd'hui des désastres annoncés. Et sans jeu de mots, des effondrements annoncés. Je parle du secteur de la construction. C'est pas normal qu'aujourd'hui, avec toute cette réglementation qui va chercher des sujets dans tous les sens, on ne puisse pas faire en sorte que les sociétés étrangères qui ne connaissent pas le marché français intervenant en LPS, eh bien, n'aient pas un suivi, un contrôle, une réglementation qui évite le pire,
Car aujourd'hui, nous avons en France 2 sociétés qui viennent de faire faillite. Nous avons plus de 100 000 clients qui croyaient avoir acheté des assurances pour 10 ans et qui, en fin de compte, se retrouvent sans assurance. Et pendant ce temps, nous avons des acteurs comme nous qui, pendant 4-5 ans, ont fait la danse du ventre et ont perdu et des marges et de la solidité et sont dans des situations de risque beaucoup plus importantes que par le passé. Donc il faut mettre peut-être le poids du corps où il faut, plutôt que sur des sujets qui me paraissent pas très, très importants. Cette coordination des contrôles au niveau européen, je ne sais comment la mettre en œuvre, en tout cas, il ne faut plus que ça se reproduise. Or, il y a encore dans le tube 3, 4 probablement faillites annoncées. Que fait-on? Je veux dire, c'est très important. Hein. Un autre sujet moi, qui m'intéresse, c'est la retraite. Très sincèrement, nous avons la chance, l'opportunité au niveau européen, avec tous ces mouvements d'hommes et de femmes aujourd'hui dans cette belle communauté, c'est de créer une réponse qui soit transférable d'un pays à l'autre, qui permette à chacun de cotiser, d'accroître et de bénéficier d'une bonne retraite. Et pas une réponse uniquement basée sur des marchés financiers, mais une réponse sûre, une réponse solide, une réponse avec un revenu garanti à vie, parce que la retraite, c'est comme ça que ça se gère, hein, c'est par rapport à la fin de sa vie, il faut mettre en face des ressources qui correspondent à ses besoins. Voilà, donc ça c'est des sujets, je pense, dont l'Europe doit s'emparer pour le bien de nos concitoyens. Un dernier sujet aussi, c'est qu'on a un autre sujet, je pense, important, c'est qu'on a tendance à regarder l'Europe comme le centre du monde. Hein, on regarde comme on regarde son nombril. Not anymore, mais souvent, quand je vois aujourd'hui ce que nous faisons en termes d'exigence, en termes de réglementation, et quand je compare ce qui se passe dans le reste du monde, je me dis, est-ce qu'on prépare bien la compétitivité de nos sociétés face à la concurrence du reste du monde? Moi, j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui intervient dans 70 pays au niveau mondial, et je me rends compte aujourd'hui que cette réglementation européenne, eh bien, elle ne facilite pas toujours la robustesse et la puissance et le développement des sociétés européennes, qui doivent, elles, se battre dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, surtout avec la montée des protectionnismes, avec la montée des choses qu'on peut regretter peut-être, comme un certain laxisme ou autre, mais n'empêche, c'est un fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, et je demande à Gabriel peut-être... How much time do you have? Je suis très heureux de voir que Jacques a parlé de ces points, car ça montre en effet que nous sommes vraiment au top niveau évolution. J'aimerais parler de deux de ces problématiques. Tout d'abord, les investissements à long terme. Nous avons également parlé des infrastructures. L'Europe représente le premier à avoir un cadre réglementaire et dans son cadre avoir une classe d'actifs pour les infrastructures avec un certain nombre de critères à la clé qui devraient être utilisés. Et il y a beaucoup d'intérêt ici à la clé. Le cadre réglementaire dans le secteur assurance, non, c'est pas ça l'obstacle. L'obstacle, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de bons projets, pas suffisamment de standardisation afin que ces projets puissent être... dans lesquels on puisse investir. Il y a également des risques politiques dans les infrastructures. Et ce n'est pas simplement les réglementations dans le secteur assurance, mesdames et messieurs, mais il faut s'assurer également que le cadre, dans son intégrité, encourage ce type d'investissement. J'entends beaucoup d'assureurs en Europe, de part et d'autre, dire voilà, nous pourrions investir dans les infrastructures davantage, mais il faut soit avoir des bons projets en la matière et nous avons besoin de pouvoir diminuer les risques politiques. Et voilà, ça c'est le challenge que j'aimerais mettre en avant dans la prochaine commission. C'est plus vraiment solvabilité 2 qui est la question. Maintenant, la question transfrontalière. On se focalise sur cette problématique. Et j'aimerais te dire, Jacques, c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec la réglementation. La réglementation existe au niveau européen ainsi qu'au niveau national, et plus particulièrement dans le BTP en France. Et c'est une question de supervision aussi, de surveillance. Et
Bernard m'invite toujours et vraiment, je suis une des personnes les plus loyales ici dans cette conférence et j'ai parlé de cela un certain nombre de fois. Ce n'est pas simplement les réglementations, mes amis, c'est vraiment la surveillance qui joue un rôle important. Si nous voulons avoir un marché interne domestique très robuste où on peut faire face à tous ces challenges en matière d'épargne, de retraite et de mettre en place, avoir un marché vraiment interne avec les coûts qui diminuent, nous devons avoir ici une surveillance de qualité ici. Bon, je ne dis pas que ça doit être plus centralisé ou moins centralisé, mais nous devrions nous améliorer ici. Maintenant, concernant le BTP, eh bien, on nous a informé, je pense qu'il y a 2 ans et demi, par exemple. Votre fédération nous l'avait dit. Nous avait fait part de la situation dans le secteur du BTP. Eh bien, nous avons utilisé les pouvoirs que nous avions, au maximum d'ailleurs, avec un certain degré de réussite. Nous avons mis en place des superviseurs ici afin qu'ils puissent échanger des informations, parce que la première problématique, c'est que les superviseurs de ces sociétés en fait, ne comprennent pas le secteur du BTP en France et les considérations à long terme. Donc en fait, ils n'encouragent pas les sociétés de mettre en place un bon modèle d'affaires avec une bonne supervision qui puisse encourager les choses. Et si vous ne faites pas cela, eh bien évidemment, la tarification se trouve affectée avec le modèle d'affaires qui tombe à volo. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous avons mis en place par un certain nombre de sociétés dans le secteur du BTP en France? Eh bien, on a vu, bon, il y avait un manque de données, en fait, de données fondamentales, un manque de dispositions et des modèles de distribution avec le rôle des agences de direction qui vont au-delà de toute logique. Bon, en fait, c'est très complexe tout cela. Nous avons vraiment essayé de presser sur les bons boutons. Il y a un certain nombre de sociétés. Vous voyez, bon, il y en a qui ne fonctionnent plus. Il y en a qui se sont penchés dans d'autres secteurs et d'autres qui sont en liquidation judiciaire. Bon, il y en aura également d'autres dans les tuyaux et nous avons déjà 13 plateformes. Il y a une limite au pouvoir que nous avons ici actuellement. En fait, voilà, nous avons mis en place ces plateformes avec la bonne volonté et vraiment un bon accord ici avec tous les superviseurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans la révision actuelle, nous avons mis en avant, et merci beaucoup, j'aimerais remercier le Trésorier en France et la Fédération en France qui a vraiment nous a épaulés ici. Nous devrions avoir un pouvoir accru dans ces situations. Tout d'abord, il faut comprendre tout d'abord que les risques augmentent afin que les superviseurs puissent communiquer les informations davantage et s'assurer également que les actions sont prises en matière de réglementation et ainsi protéger les consommateurs européens. Nous devons avoir le pouvoir, afin de mettre en place une telle plateforme, le pouvoir d'initiative et mettre en place des recommandations et les communiquer aux autorités nationales. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Voilà, on produit ces recommandations, on les donne dans un contexte bilatéral avec les autorités locales. Certaines autorités locales les prennent de façon très positive. Il y a des actions ici qui sont générées et d'autres sont plus réticentes. Et nous devons vraiment faire des progrès. Maintenant, les marchés internes, domestiques. Donc, voilà, sans vraiment prendre à bras-le-corps cette problématique, alors non, ça ne va pas aider. Et il faut résoudre cela. Mais je pensais que vous parliez de ces plateformes également au niveau du conseil. Et il y a une certaine pression, car de la part de d'autres marchés, j'ai entendu dire que par le biais des conseils, ils ont obtenu des informations concernant les sociétés. Et lorsqu'ils demandent des nouvelles licences, ça peut être impacté. Voilà. Ce sont des développements assez positifs. Donc en fait, vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied ici. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin et ça devrait être fait. Et plus particulièrement, et le message, c'est simplement celui-là en fait. Ce que j'aimerais vraiment voir à l'avenir, c'est que la supervision doit être plus préventive. La chose la pire, en fait, pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Et c'est pas simplement pour les sociétés, c'est également dans le secteur, dans son intégrité. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, il y avait déjà des consommateurs sans police d'assurance. Il y avait des consommateurs qui payaient des primes pourtant. Et voilà, c'est pour cela que c'est fondamental pour nous. Et je sais que c'est vraiment quelque chose de problématique, mais nous devons vraiment nous pencher sur la façon dont on pourrait harmoniser les choses à minima ici dans le secteur de l'assurance en Europe. On ne peut pas travailler de façon transfrontalière
avec un marché qui tire son épingle du jeu ici, avec cette situation bancale aujourd'hui où certains pays ont un tel système, d'autres pays n'ont pas de système, d'un tel système. Certains citoyens sont protégés, d'autres ne sont pas couverts. C'est pas possible. Il y a vraiment des éléments fondamentaux ici dans ce cadre que nous devons vraiment, qui devraient nous aider à ajuster les choses et à corriger le tir. Comme on l'a dit hier, voilà, il est temps maintenant de prendre la décision en la matière. C'est pas simplement les risques au niveau des capitaux ou des fonds propres. Voilà, je pense concernant le dernier élément, nous pourrons avoir une longue discussion. J'aimerais maintenant peut-être me tourner vers Juan de nouveau, car ce que l'on a soulevé, Jacques a eu raison, c'est la compétitivité nationale et le rôle des régulateurs. Et de votre point de vue, lorsque vous écoutez par exemple toutes les discussions au niveau européen, vous suivez les débats nationaux, donc au G20, la réunion IAS par exemple, vous avez également le sentiment qu'il y a une différence au niveau des démarches ici. Où en êtes-vous en Argentine et quel est votre modèle ici? Bon, tout d'abord, honnêtement, on est quand même quelques années derrière solvabilité numéro 2. Donc en fait, il faut rechercher le modèle que nous allons appliquer. Donc la solvabilité 2 nous a donné pas mal d'améliorations concernant la gouvernance interne des sociétés et les informations que l'on peut communiquer au public, les tampons en matière de volatilité. Mais c'est peut-être trop rigide pour un certain pays. Nous avons donc décidé de travailler avec l'OTA, parce que pour nous, c'est trop rigide. Et ce que nous avons entendu de la part de sociétés européennes, en fait, c'est une charge de travailler dans notre pays. Nous devons bénéficier d'un plan, d'un régime plus souple, car notre économie est plus souple. Je ne sais pas comment on peut appréhender la dévaluation qu'on a connue l'année dernière. En fait, voilà, si on avait utilisé les modèles solvabilité 2, toutes les sociétés, en fait, seraient tombées à volo, toutes. Et donc, nous devons nous pencher sur le cadre réglementaire qui ne doit pas, il ne doit pas jouer un obstacle ici ou représenter un obstacle. L'économie doit également se développer, car en fin de compte, la problématique c'est d'améliorer la solvabilité, mais les sociétés doivent également travailler de façon plus performante dans notre pays. À l'heure actuelle, nous tentons de travailler main dans la main avec des sociétés. Je vois beaucoup de sociétés ici, qui travaillent dans notre pays, qui sont présentes. Et donc, il faut travailler avec eux afin de définir le meilleur modèle ici. Et je ne crois pas qu'il n'y ait qu'un seul modèle qui s'applique à chacun dans une zone géographique. Dans une zone géographique, en fait, voilà, il y a des différences d'un pays à l'autre. On ne peut pas comparer l'Argentine avec le Chili. Il y a une différence de 20 ans en matière de stabilité entre ces deux pays. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se produire au Brésil ou au Mexique, avec le protectionnisme qui représente un grand risque dans la zone. Nous avons donc besoin de comprendre la réalité dans chacun des pays afin de pouvoir appliquer le modèle de solvabilité adéquat. Donc, vous suivez davantage la démarche prise par le Maroc. Regarder ce qui est fait, vérifier et introduire les démarches de façon graduelle. Eh bien, en termes de modernisation, de digitalisation, nous évoluons. Nous avons un nouveau modèle avec une nouvelle législation et nous digitalisons les entités, les entreprises. Donc vraiment, c'est un mouvement qui a été adopté dans toute l'Argentine. Sur les 10 entreprises argentines, il y en a 3 qui sont des licornes. Donc vous êtes en tête par rapport à l'Europe. Donc clairement, oui, peut-être. Et en ce qui concerne le modèle que nous adoptons, nous avons besoin de croissance dans l'économie argentine. Et le deuxième investisseur institutionnel est l'assurance. Le premier, ce sont les fonds publics qui soutiennent le système de sécurité sociale. L'année dernière, les
erreurs faites par le gouvernement argentin précédent ont été résolues par des démarches de bail-out, de sauvegarde. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette possibilité. Donc, des nouvelles restrictions ont été appliquées avec des conséquences pour le public argentin et nous pensons que les assureurs argentins doivent contribuer à cette évolution afin que les investissements soient canalisés dans l'économie réelle et servent à toute l'économie, toute la société. Donc ça, c'est notre combat aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ceci m'amène au dernier thème, la compétitivité. Où en sommes-nous au niveau européen, au niveau international? Jacques en a parlé, c'est un thème, un point important. Avant de donner la parole aux intervenants, je me tourne vers l'auditoire pour prendre une question. Je ne sais pas si on peut afficher la question. Entre-temps, je peux demander à l'auditoire s'il y a une question qu'il souhaite poser. Oui. Et pouvez-vous donner votre nom et parler dans le micro, bien sûr. Micro. Je m'appelle Kamera de Bulgarie. J'ai une question à poser à Gabriel. Avec son concept de supervision préventive, il faut d'abord bien fixer les objectifs et les priorités. Et c'est vrai pour l'ensemble de l'Europe, même. Et j'ai posé la question à M. le maire hier soir. Qu'est-ce qui vient d'abord? La discipline financière, la rigueur financière ou la croissance? Parce que c'est un problème conceptuel. Et félicitations pour la relation que vous avez mis en place avec les autorités en place. Encore beaucoup de choses doivent être améliorées, mais beaucoup de bonnes choses ont été faites. Bien entendu, la réglementation doit être équilibrée par rapport à des priorités ou des objectifs de croissance. C'est toujours le cas dans tous les secteurs. Dans le cas de l'Europe, les autorités, les institutions ont des outils différents pour atteindre les objectifs. Ce que nous croyons est que l'objectif principal de la réglementation prudentielle doit rester la protection des assurés et la stabilité financière. Et je pense réellement qu'il est possible d'y parvenir tout en comprenant bien les dynamiques de la croissance et de ce qui est pertinent pour stimuler cette croissance avec des investissements à long terme. Mais pour certaines décisions à prendre, il faut revenir à ces objectifs et à ces outils. Et la réglementation prudentielle repose sur la protection et des politiques. Pour moi, ce sont des éléments fondamentaux. Mais je suis tout à fait convaincu, et je pense qu'en pratique, nous l'avons vu, et nous avons donné beaucoup de conseils, de recommandations auprès de la Commission européenne dans le contexte de Solvabilité 2 et d'autres domaines. Bien entendu, nous prenons en compte l'importance du secteur assurantiel comme contributeur de la croissance. Mais ça ne peut pas être notre premier objectif, parce qu'en final, si vous faites cela, vous pervertissez la nature et la finalité de certains des outils qui sont à notre disposition. Ce qui est étonnant, lorsqu'on parle des régulateurs dans le monde, très fréquemment, vous entendez que des choses sont possibles dans certaines régions, que notamment les facteurs de croissance pertinents pour un secteur sont pris en compte par les autorités et les régulateurs. Oui, tout ceci dépend des mandats qui nous sont confiés. Je pense que ce que nous avons vu apparaître, notamment dans les pays les plus avancés et également dans certains pays émergents, est cette séparation des pouvoirs et une plus grande indépendance des autorités prudentielles sur certains objectifs. Encore une fois, je le répète, je pense qu'il est possible de combiner les deux, mais je pense qu'il serait dommageable, pour être très honnête. Vous savez d'où je viens, je sais d'où vous venez, mais je pense qu'il serait dommageable d'utiliser la réglementation prudentielle pour stimuler les investissements sur certains types d'actifs. Je pense que ceci serait néfaste.
C'est la seule chose que je sache. Et je pense qu'on ferait bien mieux et on aurait de bien meilleurs résultats en équilibrant les choses davantage. Mais n'inversons pas les modèles. Je pense que chacun d'entre vous a conscience que nous sommes là, vous êtes là pour fournir de bons produits, de bons services pour les consommateurs dans une situation où les consommateurs soient bien protégés. Et si les choses se passent mal, nous savons que les marchés à un moment ou à un autre se détériorent. Et si vous concentrez des risques qui sont mal couverts, mal traités, vous avez un backlash, vous avez un retour du bâton. Et ce sont des éléments que nous prenons très sérieusement. Très bien. C'est un thème qui me semble s'interfacer avec le développement durable. Et nous en reparlerons. Je voudrais me tourner vers la question qui apparaît ici à l'écran. Nous voyons, vous la voyez, cette question, nous constatons qu'aux États-Unis, nous avons donc une feuille de route portant sur une plus forte déréglementation. Je voudrais me porter vers vous, Pascal. Où est-ce que vous pensez que l'Europe devrait aller? Est-ce qu'on devrait répliquer le modèle américain? Quelle est votre perception? Je ne suis pas convaincu qu'il faille aller jusque-là. Il y a quand même un rôle de protection dans la régulation qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment un rôle de protection du consommateur. C'est quand même ça l'objectif final de la régulation. On en a pointé évidemment un certain nombre de limites ici, et je pense que le débat est toujours stimulant. Vous posiez tout à l'heure la question de la compétition finalement, et qu'est-ce qui peut nous inquiéter dans la dimension concurrentielle, et en quoi la régulation éventuellement est contraignante pour nous par rapport à des concurrents qui y seraient moins soumis. Je crois que le premier gros sujet, c'est effectivement celui de l'égalité des chances et de la soumission identique aux mêmes règles lorsqu'on le joue sur le même terrain. Jacques, tu as évoqué tout à l'heure le sujet de la LPS. C'est une illustration de règles différentes s'appliquant à des compétiteurs en concurrence directe. C'est évidemment une situation qui n'est pas durablement soutenable et qui nous expose énormément. Je pense qu'il y a une autre situation que la régulation a du mal, a des difficultés aujourd'hui à appréhender. C'est la situation dans laquelle des opérateurs, et ce sera de plus en plus le cas demain, n'appréhendent pas l'assurance dans sa totalité, mais interviennent sur tel ou tel maillon de la chaîne de valeur de l'assurance. Et là, c'est évidemment pour nous potentiellement un niveau d'exposition extrêmement élevé, parce que ça veut dire que des intervenants vont pouvoir d'abord se focaliser sur les maillons de la chaîne de valeur les plus rentables, les plus prometteurs, éventuellement d'ailleurs en captant au passage la relation client qui est bien sûr la chose la plus importante dans notre industrie, sans être soumis à la totalité de la régulation que nous subissons. Et là, il peut y avoir un décalage entre la réalité du fonctionnement concret d'un marché et la manière dont ce marché est régulé, qui peut être très pénalisant pour nous. So it's more level playing field than from. Donc, une situation de concurrence plus égale qu'il nous faut avoir en tête. Jacques. Jacques, c'est toujours difficile parce que vous êtes assis l'un à côté de l'autre, mais peut-être avec vous, oui, commencez. Je me disais, je vais prendre un peu de hauteur. Finalement, on a des acteurs asiatiques, on a des acteurs américains et il y a l'Europe. Je me disais qu'une régulation, c'est fait pour protéger des consommateurs et aussi protéger une industrie et faire en sorte qu'elle arrive au niveau mondial à trouver sa place. Sur cette table ronde, il y a des acteurs de taille européenne. Il y a donc de beaux acteurs européens d'assurance. Cette dimension-là, il faut la préserver, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe garde une industrie de l'assurance. J'aurais pu dire la même chose d'ailleurs d'une industrie bancaire, mais une industrie de l'assurance puissante, parce qu'on voit quand même que c'est un accompagneur et un accompagnant de l'économie et du futur de l'Europe.
D'autre part, et si je reviens à ma question de la technologie, et finalement d'un bout de la chaîne de valeur, on voit bien que les frontières entre les secteurs vont devenir de plus en plus floues. On pourrait prendre des pans entiers de nos activités, que ce soit l'industrie de l'automobile, que ce soit de la santé, etc. Les frontières vont devenir de plus en plus... Vous êtes le régulateur et vous, quelque part, vous êtes là pour nous protéger, pas que les consommateurs. Vous êtes là également pour protéger cette industrie dans un monde où les frontières vont devenir floues. Et le risque, pour nous, c'est qu'on n'ait pas, et que vous non plus, capté ce changement de paradigme, et qu'en fait, on ait d'autres acteurs qui viennent nous bouffer des bouts de notre chaîne de valeur. Pascal évoquait notamment la relation avec le client, mais on voit très bien qu'on peut demain avoir des morceaux d'assurance qui sont vendus dans des concepts de mobilité, par exemple, où la régulation, là, elle serait passée à côté parce qu'elle ne regarde que l'assureur et elle ne regarde pas le provider, qui peut être autre chose qu'un assureur. Voilà. Et c'est cette dimension-là que je qualifierais d'un peu plus politique au sens politique européenne, protéger l'industrie aussi, c'est important, l'aider à grandir et l'aider à trouver sa place dans ce monde où la digitalisation, où la technologie fait qu'il y a une perméabilité beaucoup plus grande entre les différentes industries. OK. Et Jacques? Moi, je souscris complètement à ce qu'a dit Jacques. Je voudrais juste peut-être l'émailler de quelques exemples. Moi, je vois quand nous intervenons en Asie, et que nous voyons d'autres acteurs intervenir dans les marchés comme Hong Kong, la Chine ou autres, on ne joue pas avec les mêmes règles. Solvency 2 nous pèse, c'est clair. Voilà. Ensuite, donc, c'est une question de curseur. On a une magnifique, je crois, construction intellectuelle, on a un magnifique maintenant outil, on l'a implémenté, on a fait tous beaucoup de choses. Aujourd'hui, in fine, ça renforce probablement la sécurité du consommateur, mais encore que peut-être ça la renforce sur des sujets où ça n'était pas la peine de la renforcer, mais sur des sujets ô combien importants comme une garantie 10 ans en construction, ben on voit que il y a plein de trous dans la raquette. Et in fine, ça renforce probablement la solidité des entreprises. Mais à quel prix si on n'est pas capable de se développer et d'être une puissance forte en Europe d'assurance et aller de par le monde. Moi, j'ai vécu 2 ans dans un pays où l'industrie de l'assurance a fait faillite. Un tiers des entreprises ont disparu entre 2000 et 2003. Et quand je vois comment aujourd'hui le régulateur ou le superviseur met le poids du corps sur la survie, l'aide aux entreprises, je me dis, en Europe, de temps en temps, on devrait y réfléchir aussi. Voilà, parce qu'in fine, si les entreprises sont faibles, passent du temps où il ne faudrait pas qu'elles passent de temps, investissent sur des sujets sur lesquels elles ne devraient pas investir, et qu'in fine, elles disparaissent, ou en tout cas elles deviennent fragiles puis disparaissent, on a juste raté. Donc voilà, c'est ces sujets-là qu'il faut avoir en tête. Je crois qu'on se bat un peu trop sur des sujets techniques et pas assez sur des sujets stratégiques. Gabriel, you want to react maybe? Gabriel, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un facteur stratégique ici à prendre en compte. Il ne faut pas être candide, être naïf. Si nous prenons l'angle économique au niveau mondial, l'assurance est probablement un des seuls domaines où il reste encore des grands acteurs européens. Et ce n'est pas par hasard. Toute la connaissance, l'expérience, l'expertise accumulée sur les années. Et je pense que tout le travail que nous faisons avec des gouvernances très fortes, une concentration de l'attention sur la gestion, le contrôle des risques,
a élevé le niveau de performance des assureurs européens et leur a permis d'être plus compétitifs sur la scène mondiale. Bien entendu, il y a donc ce facteur international, cette scène internationale. La façon dont on a mis en œuvre Solvabilité 2 a introduit également le concept d'équivalence. Seulement si vous avez des régimes dans des pays tiers qui sont considérés comme équivalents au régime européen, vous prenez en compte ces régimes. Dans le cas contraire, vous ne les prenez pas en compte. Nous avons bien entendu un certain nombre de décisions en matière d'équivalence qui prennent en compte des éléments de compétitivité des assureurs européens. Ne soyons pas naïfs, il faut le prendre en compte. Il y a un autre facteur qui me semble très important, et nous avons des vues très fortes dans ce domaine, et que nous devons, dans ce monde, comme nous l'avons dit déjà, qui voit une montée des nationalismes, des protectionnismes, nous devons continuer à renforcer les institutions, les organisations internationales et l'adoption de normes et de standards internationaux très très forts, très solides. Et c'est notre rôle au sein de l'EIOPA et d'autres organisations internationales d'élaborer et de promouvoir des normes et des standards. Et à l'avenir, il nous faut effectivement avoir des normes et des standards en matière de capital pour le secteur assurantiel qui permettent de réaliser des arbitrages et que ces arbitrages ne se fassent pas de façon différente aux États-Unis, en Chine ou en Europe. Bien entendu, tout ceci sont des objectifs à long terme. Je pense qu'on avance et croyez-moi, les message que je retire de toutes ces conférences et de mon mandat depuis toutes ces années, que si nous restons ensemble et montrons un front commun au niveau des régulateurs européens sur la scène internationale, si nous avons le soutien des acteurs du secteur pour nous assurer que non seulement en Europe, mais également dans les différentes régions du monde où vous opérez, où vous évoluez, que chacun essaie de mettre en œuvre les meilleures pratiques dans ces différentes régions du monde. Alors ensemble, je pense, nous pourrons, au plan international, mettre en place le cadre réglementaire qui permettront d'avoir un arbitrage qui soit uniforme, équivalent. Et c'est ce que nous voyons parfois dans certaines situations. Nous veillons à ces éléments et nous continuerons de le faire dans les années à venir, mais c'est effectivement la direction que nous prenons dans nos actions. Merci. En principe, il nous reste une question, la troisième question qui a été posée par l'auditoire, qui me paraît très intéressante. J'aimerais qu'elle soit affichée à l'écran. En parallèle, je me tourne vers l'auditoire pour savoir s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a une. Giardino. Je suis le président d'une école qui s'appelle l'École supérieure d'assurance et je suis fier d'enseigner l'Europe de l'assurance. Et je suis fier de dire à nos étudiants qu'un des succès de l'Europe de l'assurance, c'est que par exemple en France, il y a 1000 structures européennes, sociétés européennes, qui peuvent souscrire en France en LPS. Et quand je leur explique la LPS, alors vous allez me dire, peut-être je me trompe, je leur explique que dans le cadre du Home Country Control, l'autorité de supervision du pays d'accueil, avant d'autoriser et de dire à une société de son pays qu'elle peut souscrire en LPS en France, elle s'assure qu'elle sait pratiquer dans son pays d'origine le risque qu'elle se propose de faire en France. Ma question, et je leur dis aussi que je croyais que l'autorité de contrôle prudentiel européenne, vous aviez remis une sorte de charte aux différents superviseurs, leur rappelant notamment cette règle qui devait veiller à ce que dans le pays d'accueil, ils savaient pratiquer l'assurance sur laquelle ils donnaient un agrément. Alors, Président, je vous demande comment est-il possible que des superviseurs européens aient donné l'agrément à des sociétés d'assurance de leur pays de pratiquer une assurance qu'ils ne savent pas pratiquer dans leur pays. Well, you know, there's of course various types of situations. Il y a différentes situations et on a confirmé avec différentes pratiques dans différents pays. Il y a également la situation, c'est que très souvent,
lorsque vous avez l'autorisation d'une société de faire un type d'affaires, au départ, on n'a pas très bien développé forcément le plan de fonctionnement qui vient avec le temps. Donc on a observé que certaines sociétés, par exemple, ont commencé à avoir des activités après coup et non pas selon quelle était la base de l'autorisation donnée. Donc c'est un point très important, effectivement. Et c'est pour cela d'ailleurs que récemment, on a publié une décision de la part de notre Conseil sur la collaboration entre les autorités de contrôle national, où l'un des points essentiels, c'est justement celui qui dit que si vous autorisez une société qui va faire des affaires à l'étranger, eh bien, il faut vous assurer que vous contactez l'autre autorité et que vous recevez des informations sur le genre d'activité cela représente, et que vous avez l'autorité d'accueil qui sera en meilleure mesure de challenger la société qui vient faire ses affaires transfrontalières. On va surveiller cela l'année prochaine. On pense que cela peut changer énormément en termes d'assurer qu'il y ait des actions préventives et non pas, bien sûr, au détriment des consommateurs. C'est l'esprit qui prévaut, et je pense d'ailleurs que déjà c'est en train de changer cette approche, mais il faudra faire plus dans ce domaine. Il faut qu'on ait une supervision et un contrôle qui soit beaucoup plus cohérent. Clean a une très bonne proposition qui tombe sous le bon sens, c'est-à-dire comment peut-on imaginer pratiquer en LPS un risque qu'on ne pratique pas dans son pays d'origine. Je pense que c'est ça. Il faut que tu le dises. Je veux dire, non, mais nous avons un dispositif sur la construction, on ne va pas passer notre temps là-dessus, mais qui a deux particularités que l'on ne retrouve dans aucun autre pays. La première, c'est que ce n'est pas un risque de responsabilité, c'est un risque de dommage. C'est-à-dire que la responsabilité ne doit pas être établie. Dès lors qu'il y a un désordre, l'assureur doit indemniser. Bon, et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, parce que dans les autres pays, aux US et autres, il faut prouver la responsabilité de l'acteur pour être indemnisé. Chez nous, non, c'est un désordre. Et deuxièmement, on a une durée de 10 ans. Et ça, dans beaucoup de pays, les gens ne l'ont pas. Donc voilà, donc il y a deux spécificités, ce qui fait que je ne sais pas comment, à partir d'un pays tiers, on peut avoir une expérience sur ces sujets-là. C'est la loi Spinetta. J'ai une opinion un petit peu différente là-dessus, pour être très sincère. Le principe du marché interne devrait bien sûr être la liberté. La question n'est pas tellement qu'il ne faudrait pas faire telle ou telle chose. C'est qu'au début, si vous n'avez pas une compréhension de ces risques, si vous n'avez pas non plus un système de gestion de risque pour traiter de ces risques, vous ne devriez pas être autorisé et c'est indépendant de si vous le faites dans votre propre pays ou si vous le faites dans un pays étranger. Bien sûr que c'est plus complexe. Contrôler cela, si c'est transfrontalier, mais c'est notre responsabilité d'avoir les structures qu'il faut, ceci pour contrôler cela. Ce que je n'aimerais pas voir dans ces discussions sur des affaires transfrontalières, c'est qu'on mette des éléments dans le système qui, à la fin du jour, engendrent plus de nationalisme et réduisent les bienfaits du marché interne. Car soyons très clairs là-dessus, on a besoin probablement plus de marché interne si on veut servir les clients et avoir des coûts plus faibles. Il faut avoir un marché interne qui soit meilleur et non pas contrer ce marché intérieur. Je pense que c'est une bonne façon de clôturer cette table ronde. J'ai certainement eu beaucoup de plaisir dans mes discussions avec vous. Je vous invite tous à montrer votre appréciation à cette très belle contribution qui a été faite. Merci beaucoup.